Il ne restait à Daniel que 17 jours avant que la banque ne saisisse sa ferme. À 63 ans, il avait tout perdu. Mais ce matin-là, alors qu'il attendait le pire, l'impossible a surgi dans son allée. Une armée de 100 tracteurs neufs. Valeur 12 millions de dollars. Daniel n'avait rien commandé. Il ignorait encore que ce miracle venait d'un secret vieux de 42 ans. Un secret qui allait bouleverser son existence à jamais. Écoutez bien. Regardez cette histoire jusqu'au bout, car la fin est bouleversante. Avant de commencer, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner. Dites-moi aussi en commentaire, depuis quelle ville ou quel pays m'écoutez-vous aujourd'hui? J'adore découvrir d'où vient ma communauté. C'est parti. C'était le 14 mars 2024. L'aube se levait à peine sur le sud de l'Illinois, peignant le ciel d'un gris pâle et indifférent. Il était 6h47 du matin. Daniel Cooper était assis sur les marches de sa véranda, une tasse de café entre les mains. Le liquide était devenu froid depuis une heure, mais il continuait de le porter à ses lèvres, machinalement. Ce matin-là, le café n'avait pas le goût du réveil. Il avait un goût de cendre, un goût de fin du monde. Posé sur ses genoux, froissé par la force avec laquelle il les serrait, se trouvaient les papiers de la saisie bancaire. Il n'avait plus besoin de les lire. Il connaissait chaque phrase juridique, chaque clause impitoyable par cœur. Il les voyait même quand il fermait les yeux la nuit. Dans exactement 17 jours, la banque allait tout prendre. À 63 ans, Daniel était un homme bâti par le travail. Ses mains étaient calleuses, épaisses comme de l'écorce, et ses genoux craquaient à chaque pas, usés par des décennies à monter et descendre des cabines de tracteurs. Il avait cultivé ses 240 arpents de terre toute sa vie. Avant lui, c'était son père. Avant son père, son grand-père. Cette terre noire et fertile contenait la sueur et les rêves de 3 générations de Cooper. Et Daniel était celui qui avait échoué. Il regarda au loin, vers ses champs encore nus au sortir de l'hiver. La honte qu'il ressentait était physique, une pierre lourde et froide logée au creux de son estomac. Il ne perdait pas seulement une maison ou une entreprise. Il effaçait un héritage. Il s'imaginait devoir dire adieu à chaque arbre, à chaque poteau de clôture qu'il avait planté de ses propres mains. Le silence du matin était assourdissant. Pas d'oiseaux, pas de vent, juste le battement lent et douloureux de son propre cœur. C'est alors qu'il l'entendit. Au début, ce n'était qu'un murmure, une vibration basse qui semblait venir du sol lui-même. Daniel fronça les sourcils. Il connaissait les bruits de la campagne, le tracteur du voisin, le passage du train de marchandises à 5 kilomètres de là. Mais ceci était différent. C'était profond, grondant. Le murmure se transforma en vrombissement, puis en un rugissement continu, puissant, sauvage. Le bruit de moteurs diesel. Pas un seul moteur. Des dizaines. Daniel se leva lentement, ignorant la douleur aiguë dans ses articulations, et s'avança jusqu'à la balustrade en bois écaillé de la véranda. Il plissa les yeux vers l'entrée de sa longue allée de gravier. Ce qu'il vit lui coupa le souffle si brutalement qu'il crut un instant faire une attaque. Ce n'était pas un camion de livraison. C'était une invasion. Une colonne massive de semi-remorques s'engouffrait chez lui. Des camions à plateau, immenses, chromés, qui brillaient sous le soleil naissant. Ils se suivaient les uns les autres, pare-choc contre pare-choc, s'étendant non seulement dans son allée, mais aussi loin que l'on pouvait voir sur la route départementale. Une armée mécanique qui avançait vers sa maison. Et sur chaque remorque, solidement sanglée, trônait une machine parfaite, du vert et du jaune, les couleurs légendaires de John Deere. Daniel agrippa la rampe pour ne pas tomber. Il commença à compter, s'arrêta, recommença. 1, 2, 10, 20. C'était impossible. Chaque camion transportait un tracteur flambant neuf, encore enveloppé par endroits de plastique protecteur. Le soleil frappait sur les carrosseries immaculées, créant des éclats de lumière aveuglants. Le premier camion, un monstre d'acier rugissant, arriva à la hauteur de la vieille grange en bois gris de Daniel. Les freins à air chuintèrent bruyamment, brisant la torpeur du matin. Le moteur s'éteignit et le silence retomba, mais cette fois, il était chargé d'une tension électrique. La portière du camion s'ouvrit. Un homme dans la quarantaine en descendit, un porte-bloc à la main, portant une veste avec le logo Heartland Transport. Il avait l'air pressé, professionnel. Il leva les yeux vers la véranda où Daniel se tenait, figé comme une statue de sel. « Monsieur Daniel Cooper ?» lança le chauffeur d'une voix forte. Daniel ne put que hocher la tête. Sa gorge était sèche, sa voix avait disparu. Le chauffeur sourit poliment et tapota son porte-bloc avec un stylo. « Bonjour, monsieur. J'ai une livraison pour vous. Sans tracteur John Deere, modèle 6155R. Où voulez-vous qu'on les décharge ?» Le monde de Daniel bascula.
Il regarda sa tasse de café froid, puis l'armée de camions, puis ses mains tremblantes. Sans tracteur. Il y a une erreur? Réussit-il enfin à croasser. Je n'ai rien commandé. Je n'ai pas d'argent. La banque va tout prendre. Le chauffeur consulta ses papiers, imperturbable. Aucune erreur, monsieur. Cooper, cette adresse. La commande a été passée il y a 3 semaines. Payé intégralement. Daniel sentit ses jambes se dérober. Payé? Par qui? Le chauffeur haussa les épaules, un geste simple qui allait pourtant changer le destin de Daniel pour toujours. Je n'ai pas cette info, monsieur. Je ne fais que livrer. Mais il y a une enveloppe pour vous. Il tendit une main vers la cabine du camion et en sortit une enveloppe jaune, scellée, épaisse. C'est pour vous. Remise en main propre obligatoire. Daniel descendit les marches, lentement, comme dans un rêve fiévreux. Il prit l'enveloppe. Elle était légère, mais elle pesait soudain plus lourd que les tracteurs eux-mêmes. Le chauffeur regarda la file interminable de camions derrière lui, qui bloquaient maintenant toute la route du comté. Alors, monsieur Cooper, on a 99 autres camions qui attendent. Il va nous falloir de la place. Beaucoup de place. Daniel regarda l'enveloppe, puis l'horizon rempli de vert et de jaune. L'odeur de cendre avait disparu, remplacée par celle du diesel et du mystère. Le monde semblait avoir basculé sur son axe. Daniel dut resserrer sa prise sur la rambarde de la véranda pour ne pas s'effondrer. Ce qu'il voyait défiait la logique, défiait la raison. C'était une hallucination. Cela ne pouvait être que ça. Peut-être que le stress des dernières semaines avait finalement eu raison de son esprit. Peut-être était-il en train de faire cet AVC qu'il redoutait tant. Devant lui, le contraste était violent, presque douloureux pour les yeux. D'un côté, il y avait sa ferme, le bois gris et fatigué de la grange, le gravier poussiéreux, les clôtures qui penchaient sous le poids des années. Un paysage en noir et blanc, terne, mourant. Et de l'autre, cette explosion de couleurs vives, insolente de nouveautés. Le vert émeraude et le jaune soleil des tracteurs John Deere étincelaient, immaculés, comme des bijoux déposés dans la boue. Le chauffeur, lui, semblait totalement immunisé contre la folie de la scène. Pour lui, c'était un mardi matin comme un autre. Il tapota son stylo contre son clipboard avec impatience. « Monsieur Cooper ?» répéta-t-il, voyant que Daniel ne bougeait plus. « Je sais que c'est tôt, mais j'ai besoin de savoir où on met tout ça. On bloque la circulation jusqu'au croisement de la route 45. » Daniel cligna des yeux, essayant de chasser le mirage. Mais les camions étaient toujours là. L'odeur âcre du diesel brûlé lui piquait les narines, prouvant que tout cela était bien réel. « Je ne comprends pas, » murmura Daniel, sa voix tremblant si fort qu'il eut honte. « Vous dites, sans tracteur ?»« Sans unité. Modèle 6155R. Cabine climatisée, GPS intégré, transmission autoport. Le top du top, monsieur. » Le chauffeur jeta un coup d'œil professionnel à sa liste. Tout est payé. Livraison et installation incluses. Daniel descendit les 2 dernières marches du perron, ses jambes lourdes comme du plomb. Il s'approcha du chauffeur, se sentant minuscule face à la calandre massive du premier camion. « C'est impossible, » souffla Daniel. « Je n'ai pas l'argent pour un seul pneu de ces engins. » Qui aurait fait ça? Comme je vous l'ai dit, mon bon de livraison indique juste votre nom et votre adresse. L'acheteur est resté anonyme. Le chauffeur baissa un peu la voix, son ton devenant plus confidentiel. « Écoutez, je fais ce métier depuis 23 ans. J'ai livré des flottes pour des entreprises géantes, pour des exploitations industrielles, mais ça, livrer 100 bécanes neuves à un particulier, sur une ferme de cette taille, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Quelqu'un, quelque part, vous estime énormément, monsieur Cooper. » Daniel regarda l'enveloppe jaune qu'il tenait toujours, serré contre sa poitrine comme un bouclier. Il avait peur de l'ouvrir. « Combien ?» demanda-t-il soudainement. La question lui avait échappé. Le chauffeur haussa les sourcils. « Pardon? Combien ça vaut? Tout ça? » Daniel fit un geste vague vers la colonne interminable de camions qui s'étirait vers l'horizon. L'homme fit une moue calculatrice, regardant le ciel. « Eh bien, un 6155 R9, avec toutes les options que je vois là, vous êtes autour de 120 000 $ pièce, minimum. Multiplié par 100, il siffla entre ses dents. Vous regardez environ 12 millions de dollars de matériel, monsieur. 12 millions. Le chiffre frappa Daniel comme un coup de poing physique. Il dut s'asseoir sur la marche la plus basse du perron. L'air semblait s'être raréfié. 12 millions de dollars. Il fit le calcul, un calcul cruel et instantané. Sa ferme entière, les 240 arpents, la maison où il était né, la grange,
le vieux cheptel, chaque outil rouillé dans l'atelier, tout cela avait été évalué par la banque à peine 800 000 $. Et c'était dans un bon jour. Quelqu'un venait de déposer dans son allée une fortune valant 15 fois toute son existence. C'était une somme si grotesque, si disproportionnée, qu'elle ne suscitait pas la joie. Elle suscitait la terreur. On ne donne pas 12 millions de $ par hasard. C'était une erreur cosmique. Monsieur Cooper? La voix du chauffeur se fit pressante. Je dois vraiment commencer à décharger. Les gars derrière s'impatientent. Daniel releva la tête. Il se sentait vide, vidé par le choc. Il regarda autour de lui, cherchant une réponse, un endroit, n'importe quoi. Le champ sud, dit-il d'une voix blanche. Il est vide. C'est de la jachère cette année. Il y a 40 arpents. Vous pouvez les aligner là-bas. Le chauffeur hocha la tête, satisfait. Il porta sa radio à sa bouche. Ok les gars, c'est parti. Champ sud, derrière la grange. On les aligne en rang serré. Allez, on bouge. Et soudain, la ferme de Daniel se transforma en fourmilière. Les moteurs rugirent à l'unisson. Avec une précision militaire, les semi-remorques commencèrent à manœuvrer. Les rampes s'abaissèrent dans un fracas métallique. Les premiers tracteurs descendirent, conduits par des dockers agiles, et commencèrent à envahir le champ sud. Daniel resta assis sur sa marche, l'enveloppe scellée sur ses genoux, regardant l'impossible se dérouler sous ses yeux. Une armée verte et jaune envahissait sa terre, écrasant sous ses roues géantes la peur, la logique et le silence de sa vie d'avant. À 9h30, le vacarme des moteurs s'était tu. Le dernier camion avait quitté l'allée, soulevant un dernier nuage de poussière avant de disparaître sur la route du comté. Le silence était revenu sur la ferme Cooper, mais ce n'était plus le même silence qu'à l'aube. C'était un silence lourd, épais, chargé d'une présence massive. Daniel se tenait debout au bord de son champ sud. Ce qui avait été, 3 heures plus tôt, une étendue de terre brune et vide était désormais une mer d'acier, de verre et de caoutchouc. Les 100 tracteurs étaient alignés avec une précision chirurgicale, rangés après rangée, leurs capots verts brillants sous le soleil désormais haut dans le ciel. C'était une vision tellement absurde, tellement grandiose, qu'elle en devenait presque terrifiante. C'est à ce moment-là que le vieux pick-up bleu délavé d'Harold Mitchell, son voisin le plus proche, apparut en haut de la côte. Harold roulait doucement, mais quand il vit le champ, il écrasa ses freins. Le pick-up s'arrêta dans un crissement de gravier. Harold descendit, la bouche entr'ouverte, sa casquette à la main. Il s'approcha de Daniel, marchant avec hésitation, comme s'il pénétrait dans un lieu sacré ou sur une scène de crime. Il regarda les tracteurs, puis Daniel, puis encore les tracteurs. Daniel, commença Harold, sa voix étranglée. Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe ici? Daniel ne quitta pas les machines des yeux. Je ne sais pas, Harold. Je te le jure, je ne sais pas. Tu as gagné au loto? Tu as braqué fort Knox? Quelqu'un me les a envoyés. Harold écarquilla les yeux. Envoyés? Qui envoie 100 tracteurs par la poste? Daniel? Ça vaut des millions. C'est une fortune. 12 millions, a dit le chauffeur, répondit Daniel doucement. Harold s'assit lourdement sur l'herbe, à côté de Daniel. Les deux hommes restèrent là, deux vieux fermiers en salopette, contemplant une richesse qui dépassait l'entendement. Ils ne dirent plus rien. Il n'y avait rien à dire. La réalité était devenue trop vaste pour les mots. Au bout d'un moment, Harold repartit, secouant la tête, marmonnant qu'il allait vérifier si son propre café ne contenait pas du whisky. Daniel se retrouva de nouveau seul. Il baissa les yeux vers ses mains. L'enveloppe jaune était toujours là. Elle était froissée maintenant, marquée par la sueur de ses paumes. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il devait savoir. Avec des doigts gourds et tremblants, il déchira le papier épais. À l'intérieur, il n'y avait pas de chèque, pas de document légal complexe. Juste une simple feuille de papier blanc, pliée en 3. Il la déplia. L'écriture était manuscrite, à l'encre noire, ferme et élégante. Daniel ajusta ses lunettes et commença à lire, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Daniel, tu m'as sauvé la vie il y a 42 ans, à une époque où je n'avais rien. Tu m'as donné un travail, un endroit où dormir, et surtout une chance, quand tout le monde m'avait tourné le dos. Tu m'as dit un jour que la gentillesse comptait plus que l'argent. Tu avais raison. Ces tracteurs sont payés. Ils sont à toi, sans condition, sans dette, sans retour attendu. Tu ne te souviens probablement pas de moi, mais moi, je ne t'ai jamais oublié. Merci de m'avoir appris ce que signifie être un homme de bien. » La note n'était pas signée. Daniel lut les mots une première fois, puis une deuxième. À la troisième lecture, sa vue se brouilla. Les rangées de tracteurs verts devinrent floues,
se dissolvant dans une brume liquide. Un bruit étrange sortit de sa gorge. Ce n'était pas un rire. C'était un sanglot rauque, violent, qui semblait venir du plus profond de son être, d'un endroit qu'il avait verrouillé depuis des années pour survivre à la faillite, à la honte, à la peur. Il tomba à genoux dans l'herbe. Les larmes coulaient librement sur ses joues, chaudes et incontrôlables. Il pleurait, non pas pour les tracteurs, non pas pour les 12 millions de dollars, ni même parce que sa ferme était sauvée. Il pleurait parce que quelqu'un s'était souvenu. Pendant des mois, Daniel s'était senti invisible. Il s'était senti comme un raté, un homme que le monde moderne et les banques voulaient effacer. Et soudain, cette lettre lui disait le contraire. Elle lui disait que sa vie avait eu un sens, qu'un geste qu'il avait fait il y a une éternité avait traversé le temps pour revenir vers lui comme un boomerang de grâce. Mais alors que les sanglots s'apaisaient, une autre émotion surgit, plus tranchante, la frustration. Daniel s'essuya les yeux avec le dos de sa main et relut la première phrase. Il y a 42 ans. Il ferma les yeux, forçant sa mémoire à remonter le temps. 42 ans. Cela le ramenait en 1982. Il avait 21 ans à l'époque. Il venait de se marier avec Martha. Il travaillait encore pour son père. Qui avait-il aidé? Il chercha un visage. Un nom, n'importe quoi. Mais rien ne venait. La vérité, c'était que Daniel avait aidé beaucoup de gens. C'était ainsi qu'il avait été élevé. On ne laissait pas quelqu'un sur le bord de la route. On partageait son repas. On ne tenait pas les comptes. Il regarda à nouveau le champ rempli de millions de dollars. Quelqu'un l'aimait assez pour faire ça. Quelqu'un lui devait sa vie. Et Daniel, malgré tous ses efforts, ne parvenait pas à se souvenir de qui c'était. C'était un cadeau magnifique, mais c'était aussi une torture. Il était l'homme le plus riche du comté, mais il se sentait coupable d'avoir oublié le visage de son bienfaiteur. Le vent se leva doucement, faisant frémir le papier entre ses doigts. Le mystère ne faisait que commencer. Le calme précaire fut brisé à 10h15 par le bruit d'un moteur poussé à bout. La vieille berline de Martha dérapa sur le gravier de l'allée, soulevant un nuage de poussière blanche. Elle revenait de son service de nuit au restaurant en ville, épuisée, les yeux cernés. Mais en voyant le champ sud, la fatigue s'était évaporée pour laisser place à la panique. Elle courut vers le perron, manquant de trébucher. « Daniel, c'est quoi tout ça? De qui sont ces tracteurs? On a des ennuis ?» Daniel ne dit rien. Il lui tendit simplement la lettre froissée. Il la regarda lire, observant son visage passer par les mêmes étapes que le sien, la confusion, le choc, l'incrédulité, et enfin, les larmes silencieuses. « Quelqu'un t'a donné 12 millions de dollars ?» murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Quelqu'un que j'ai aidé il y a 42 ans, Martha, et je ne sais même pas qui c'est. » Ils s'assirent côte à côte, se tenant la main comme deux naufragés qui viennent d'apercevoir la terre ferme. Martha relut la date. 1982. C'était l'année de notre mariage. Daniel, tu travaillais comme un forçat pour ton père. On n'avait pas un sou. Je sais, répondit-il. On a essayé de se souvenir, Harold et moi. Mais c'est le vide. Un long silence passa, mais ce n'était plus un silence de deuil. C'était un silence de calcul. Daniel se leva, ses articulations craquant moins fort, comme si le poids du monde avait soudainement disparu de ses épaules. « Je dois appeler la banque, » dit-il. Martha le regarda avec inquiétude. La saisie? Si je vends ne serait-ce que 3 de ces tracteurs, je paye la totalité de la dette. Si j'en vends 10, on est tranquille pour le restant de nos jours. La saisie n'existe plus, Martha. C'est fini. Il entra dans la cuisine, prit le téléphone fixe et composa le numéro qu'il redoutait tant. Thomas Werner, l'homme qui, 3 mois plus tôt, s'était assis à cette même table pour lui expliquer avec une sympathie bureaucratique et glaciale que la banque allait prendre sa maison. « Monsieur Werner, c'est Daniel Cooper. » La voix du banquier était lisse, professionnelle, teintée de cette fausse compassion qu'on réserve aux mourants. « Monsieur Cooper, je comprends que ce soit difficile, mais comme je vous l'ai expliqué, la date est fixée au 31 mars. Nous ne pouvons plus. Je ne veux pas de délai. » coupa Daniel. Sa voix était calme, posée, dure comme du fer. « Je veux solder la dette, intégralement, aujourd'hui. » Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout de la ligne. « Solder? Monsieur Cooper, votre dette totale, avec les pénalités et les intérêts, s'élève à 237 000 dollars. Avez-vous accès à ces fonds? » Daniel regarda par la fenêtre vers l'océan vert et jaune qui scintillait sous le soleil. « J'aurai les fonds avant la fin de la semaine. Je veux que vous arrêtiez la procédure immédiatement. » Werner soupira, un son d'agacement poli. « Monsieur,
Si vous pouvez fournir une preuve de fond, nous pouvons discuter. Mais soyons réalistes, nous avons déjà entendu des promesses. Monsieur Werner, l'interrompit Daniel, et cette fois, il y avait un sourire dans sa voix. J'ai 12 millions de dollars de tracteurs John Deere garés dans mon champ sud. Je pense que je pourrais trouver vos 237 000 dollars. Si vous ne me croyez pas, venez voir. Werner arriva à 14 heures précises. Sa BMW noire, impeccable, remontait l'allée avec prudence, comme s'il avait peur de se salir. Le banquier sortit de sa voiture en ajustant sa cravate, prêt à expliquer une nouvelle fois la réalité économique à un vieux fermier têtu. Puis, il tourna la tête. Son masque professionnel se fissura instantanément. Sa mâchoire se décrocha. Il fit quelques pas vers le champ. Ses chaussures de ville cirées s'enfonçant dans la terre molle, il tendit la main pour toucher le capot du tracteur le plus proche, comme pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un hologramme. « Monsieur Cooper » bégaya Werner, pâle comme un linge. « Je ne... D'où sort-il »« C'est une fortune. » Daniel se tenait sur le perron, les bras croisés. Il ne ressentait aucune arrogance, juste une paix immense. La honte qui le rongeait depuis des années s'était évaporée. Il n'était plus le fermier raté. Il était l'homme que le destin avait choisi. Il tendit la note anonyme au banquier. « Apparemment, c'est un cadeau, » dit Daniel simplement. « Quelqu'un pense que je suis un bon investissement. » Werner lut la note, regarda les 100 machines alignées comme une armée impériale, et pour la première fois, il regarda Daniel non plus comme un dossier à liquider, mais avec un respect craintif. « C'est extraordinaire » souffla le banquier. « Nous allons stopper la procédure immédiatement. » Bien sûr. Quand la BMW repartit, Daniel sentit l'air remplir ses poumons plus profondément qu'il ne l'avait fait depuis des décennies. La ferme était sauvée. L'héritage de son père était sauf. Mais alors que le soulagement l'envahissait, une autre pensée prenait racine, tenace et obsédante. Il regarda la note qu'il avait reprise des mains du banquier. L'argent était là. La peur était partie. Mais le mystère, lui, ne faisait que grandir. Qui était cet ange gardien invisible? Daniel savait qu'il ne pourrait pas trouver le repos tant qu'il n'aurait pas trouvé la réponse. Les 3 jours suivants, la ferme Cooper ne vibra pas au rythme des moteurs, mais au rythme des souvenirs. Daniel ne pouvait pas simplement accepter le cadeau et passer à autre chose. C'était impossible. Accepter 12 millions de dollars d'un fantôme, c'était comme vivre dans une maison dont on ne connaît pas l'architecte. Il y avait une dette morale qui pesait bien plus lourd que la dette financière qu'il venait d'effacer. Daniel et Martha transformaient la table de la cuisine en quartier général. Ils sortirent les cartons poussiéreux du grenier, des albums photos aux pages jaunies dont la colle ne tenait plus, et de vieux agendas que Martha avait gardés par habitude. Ils plongeaient dans l'année 1982. C'était une sensation étrange, comme regarder un film dont on a oublié la fin. Ils revoyaient leurs visages, jeunes, lisses, pleins d'espoir et d'inquiétude. Daniel avec ses cheveux encore noirs. Martha avec sa robe à fleurs préférée. Mais les photos restaient muettes. Elles montraient des anniversaires, des fêtes de famille, mais pas d'inconnus sauvés du désespoir. Daniel commença à passer des appels. Il composa le numéro de sa sœur aînée, Karen. 1982, répéta-t-elle au bout du fil, sa voix craquelée par l'âge. Danny, c'était l'année où papa a failli tout perdre. Je me souviens que tu travaillais jour et nuit. Je ne me souviens de personne d'autre. Tu aidais tout le monde, tu sais. C'était ta nature. Comment veux-tu que je distingue une personne parmi toutes celles à qui tu as rendu service? Daniel raccrocha, frustré. Il appela Mike Patterson, son meilleur ami de l'époque, qui avait travaillé avec lui durant les moissons cet été-là. Franchement, Daniel, dit Mike, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Je me souviens de la chaleur. Je me souviens que le maïs était sec. Mais un type spécial? Quelqu'un à qui tu aurais sauvé la vie? Non. Pour moi, c'était juste une année de galère. La culpabilité de Daniel grandissait à chaque impasse. C'était une torture paradoxale. Quelqu'un, quelque part, avait construit sa vie entière sur un moment qu'ils avaient partagé, un moment si puissant qu'il valait aujourd'hui une fortune. Et pour Daniel, ce moment n'était rien, juste un jour comme un autre. Il se sentait ingrat, il se sentait indigne de ce don. Le 4e jour, alors que Daniel revenait de la bibliothèque municipale où il avait épluché sans succès les microfilms du journal local de 1982, une nouvelle livraison arriva. Pas de camion cette fois, juste une voiture de facteur. Et une lettre recommandée. L'enveloppe était blanche, rigide, de haute qualité. L'adresse de retour indiquait un cabinet d'avocats à Chicago, Morrison, Chen et Associés. Le cœur de Daniel fit un bond. Il déchira l'enveloppe sur le capot de sa voiture.
À l'intérieur, une lettre tapée à la machine, signée par un certain maître Richard Morrison. Le langage était formel, juridique, froid. La lettre confirmait que les tracteurs avaient été achetés via un trust privé, que le bénéficiaire souhaitait garder un anonymat strict et que Daniel était libre de vendre le matériel sans aucune obligation fiscale ou légale. Mais il y avait un numéro de téléphone en bas de la page. Daniel ne prit même pas le temps de rentrer dans la maison. Il composa le numéro sur son portable, les mains tremblantes. « Cabinet Morrison, j'écoute. Je veux parler à Richard Morrison. C'est Daniel Cooper. » Il y eut un clic, une musique d'attente, puis une voix grave et posée. « Monsieur Cooper, j'attendais votre appel. »« Maître, je ne veux pas savoir si c'est légal, » lança Daniel sans préambule. « Je veux savoir qui c'est. Vous ne pouvez pas me laisser avec 12 millions de dollars sur les bras sans me dire qui remercier. C'est inhumain. »« Je comprends votre frustration, Monsieur Cooper, » répondit l'avocat avec calme. « Mais je suis lié par le secret professionnel le plus strict. Mon client a été catégorique. Anonymat total. » Daniel sentit la colère monter, mélangée à du désespoir. Mais pourquoi? Pourquoi se cacher? J'ai besoin de lui dire merci. J'ai besoin de comprendre ce que j'ai fait pour mériter ça. Je ne me souviens même pas de lui. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Le souffle de l'avocat se fit entendre, puis sa voix s'adoucit, perdant un peu de sa rigidité professionnelle. « Monsieur Cooper, je ne peux pas vous donner de nom. Mais je peux vous dire ceci, car mon client m'a autorisé à vous le dire si vous insistiez. » Daniel retint son souffle. « Mon client m'a dit, dites-lui qu'il ne se souviendra pas de moi. Dites-lui que c'est normal. Pour lui, c'était juste un geste naturel, parce que c'est un homme bon. Mais dites-lui que moi, je n'ai jamais oublié. Ce qu'il a fait a changé la trajectoire de mon existence. » L'avocat marqua une pause. « Est-ce que cela vous aide, Monsieur Cooper ?» Daniel ferma les yeux, serrant le téléphone contre son oreille. « Non, » murmura-t-il, « ça ne fait que rendre les choses plus difficiles. » Il raccrocha. La réponse de l'avocat avait confirmé ses pires craintes. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un hasard. C'était un acte d'amour pur venant du passé. Et Daniel était toujours perdu dans le labyrinthe de sa propre mémoire, cherchant désespérément le fil d'Ariane qui le ramènerait à la vérité. Pour comprendre, il fallait retourner là où tout avait commencé. Juillet 1982. C'était un été brutal, même pour le sud de l'Illinois. Une canicule immobile s'était installée sur la région depuis 3 semaines, transformant les champs en fournaises. Le thermomètre affichait 35 degrés à l'ombre et il n'y avait pas d'ombre. La terre craquelait, assoiffée. Les prix des céréales s'effondraient. Daniel Cooper avait 21 ans. Il venait d'épouser Martha depuis 4 mois à peine et il travaillait pour la ferme de son père, Robert. Ils étaient au bord du gouffre. Robert avait prévenu Daniel la veille. Si la récolte d'automne n'était pas miraculeuse, il devrait vendre du matériel juste pour payer les taxes foncières. C'est dans ce contexte de survie et de sueur, un jeudi après-midi aveuglant de lumière, que le destin frappa à la porte, ou plutôt qu'il trébucha dans l'allée. Daniel était dans le hangar à machine, les mains plongées dans les entrailles graisseuses d'un vieux tracteur dont le carburateur faisait des siennes. Il entendit une voix faible derrière lui, peinant à couvrir le bruit des cigales. « Monsieur ?» Daniel se scia le front avec un chiffon sale et se retourna. Dans l'encadrement de la porte, découpé contre le soleil blanc, se tenait un gamin. Il ne pouvait pas avoir plus de 17 ou 18 ans. Il portait un jean troué aux genoux, un t-shirt qui avait dû être blanc dans une autre vie, et un sac à dos qui semblait contenir tout ce qu'il possédait au monde. Il était sale, couvert de la poussière grise des routes, les cheveux longs et emmêlés collés par la sueur. Mais ce furent ses yeux qui marquèrent Daniel. Des yeux fiévreux, cernés, où se lisaient une peur animale et une détermination farouche. « Je cherche du travail, » dit le gamin. Sa voix vacillait. « N'importe quoi. Je suis fort. J'apprends vite. Je travaillerai pour ce que vous pourrez me donner. » L'instinct immédiat de Daniel fut de dire non. Son père ne pouvait déjà plus payer les factures d'électricité. Embaucher quelqu'un était une folie mathématique. Mais Daniel vit le garçon osciller légèrement sur ses jambes, comme un roseau dans le vent. « Tu viens d'où » demanda Daniel. « De l'Iowa, monsieur. J'ai marché. Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» Le garçon baissa les yeux. « Honteux. Avant-hier matin, monsieur. J'ai trouvé des pommes sur la route. » Daniel jeta son chiffon. La logique financière disparut. Il ne voyait plus un employé potentiel. Il voyait un être humain qui allait s'effondrer dans son hangar. « Viens, dit Daniel. Ma femme a préparé le déjeuner. »
On va te remplir l'estomac et on discutera après. Le gamin, qui s'appelait Marcus, mangea 3 sandwichs et 2 bols de soupe sous le regard maternel de Martha. Il mangeait avec une urgence effrayante, protégeant presque son assiette avec son bras. Une fois rassasié, il raconta son histoire par bribes. Un beau-père violent, une fugue, 6 semaines à dormir sous les ponts, à se faire chasser de partout. « Je ne demande pas l'aumône », insista Marcus, les yeux brillants. « Je veux juste une chance de prouver que je sers à quelque chose. » Daniel échangea un regard avec Martha. Ils n'avaient pas d'argent, mais ils avaient de la place et du travail. « Je peux te donner $40 par semaine, » dit Daniel, s'excusant presque du montant dérisoire. « Et tu peux dormir dans le baraquement derrière la grange. Ce n'est pas le Ritz, mais il y a un lit et c'est sec. Et tu mangeras avec nous 3 fois par jour. » Le visage de Marcus s'illumina comme s'il venait de gagner le gros lot. $40 et le gîte, monsieur, c'est plus que généreux. Vous ne le regretterez pas, je vous le jure. Et il tint parole. Durant cet été de poussière, Marcus devint l'ombre de Daniel. Il se levait avant l'aube, attendant devant la porte, prêt à travailler. Il ne se plaignait jamais de la chaleur, jamais des ampoules qui ensanglantaient ses mains citadines. Il absorbait tout ce que Daniel lui enseignait. Comment réparer une courroie, comment conduire le vieux tracteur sans caler, comment écouter le sol. Il y avait chez ce garçon une soif de dignité qui bouleversait Daniel. Marcus ne travaillait pas seulement pour manger. Il travaillait pour se reconstruire. En août, quand les comptes furent au plus bas, le père de Daniel voulut renvoyer le gamin. « On ne peut pas se le permettre, Danny » avait dit Robert. Ce jour-là, Daniel fit quelque chose qu'il n'avait jamais raconté à personne. Il demanda à son père de baisser son propre salaire pour payer Marcus. Il n'a nulle part où aller. « Papa, si on le met dehors, il meurt. » Marcus resta jusqu'en octobre. Quand les moissons furent terminées et que le froid commença à s'installer, il annonça qu'il partait pour Saint-Louis. Il avait entendu parler d'usines qui embauchaient. Le matin de son départ, Marcus se tenait dans l'allée, son sac à dos sur l'épaule. Il avait pris du poids, du muscle. Il était propre, il se tenait droit. Il serra la main de Daniel et ses yeux s'embuèrent. « Vous m'avez sauvé la vie, monsieur Cooper ?» dit-il d'une voix rauque. « Je le pense littéralement. Sans vous, je ne passais pas l'été. » Daniel, gêné par tant d'émotions, lui avait donné une tape maladroite sur l'épaule. « Tu as travaillé dur, Marcus. Tu as mérité chaque repas. C'est donnant-donnant. »« Non, » répondit Marcus. « Ce n'était pas juste du travail. Vous m'avez traité comme si j'étais quelqu'un. Personne n'avait fait ça avant. Je n'oublierai jamais. » Daniel avait souri, lui avait glissé un billet de $20 supplémentaires dans la main pour le bus et lui avait dit « Allez, file avant de me faire pleurer. Bonne chance, petit. » Il l'avait regardé marcher jusqu'à la route, devenir une petite silhouette, puis disparaître. Daniel était retourné à ses champs, à ses soucis et à sa vie. Il avait oublié Marcus Webb presque aussitôt, le rangeant dans la case des souvenirs flous de la jeunesse. Il ne pouvait pas savoir, en cet automne 1982, qu'il venait de planter la graine la plus précieuse de toute sa carrière d'agriculteur. Une graine qui mettrait 42 ans à germer. Le 6e jour, la réponse ne vint pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de la maison. Il était tard, l'obscurité avait envahi la cuisine, seulement repoussée par la lampe au-dessus de la table où Martha était toujours assise. Elle parcourait un petit carnet à spirale bleue, un de ceux qu'elle utilisait au début de leur mariage pour noter les dépenses et les événements marquants. Soudain, le bruit des pages qu'on tourne s'arrêta. « Daniel » dit-elle. Sa voix était si basse, si chargée d'émotion, que Daniel lâcha le journal qu'il tenait. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Écoute ça. C'est daté du 3 août 1982. » Elle éclaircit sa voix et lut. « Danny a ramené un chien errant à la maison aujourd'hui. Un gamin nommé Marcus, de l'Iowa. 18 ans, sans abri. Danny lui a donné un boulot même si on peut à peine se payer nous-mêmes. J'aime le cœur de mon mari, même quand il me fait peur financièrement. » Le nom flotta dans l'air de la cuisine. « Marcus. » Daniel ferma les yeux. Et soudain, comme une digue qui cède, le visage revint. Non pas le visage flou d'un employé anonyme, mais le visage précis du garçon du hangar. Les cheveux sales, le t-shirt taché, et cette façon qu'il avait de serrer sa soupe comme si on allait la lui voler. « Marcus » chuchota Daniel. « Marcus Webb. Il m'avait dit son nom de famille le dernier jour. » Webb. Une fronde électrique lui parcourut l'échine. Daniel se précipita vers le vieux bureau dans le coin du salon et ouvrit son ordinateur portable. Ses doigts, habitués à manipuler des outils lourds, tapaient maladroitement sur le clavier. Il entra, Marcus Webb,
Saint-Louis. Rien de concluant. Il essaya Marcus Webb, Iowa. Des centaines de résultats. Puis il tapa simplement Marcus Webb. Et l'écran explosa. Le premier résultat n'était pas un profil Facebook ou un vieil avis de décès. C'était une page Wikipédia, longue, détaillée. Et juste à côté, un article de Forbes titré « L'ascension silencieuse du géant de l'agritech ». Daniel cliqua, le souffle court. Une photo apparut en haute définition. Un homme dans la soixantaine, portant un costume sur mesure qui devait coûter plus cher que la voiture de Daniel. Il avait les cheveux argentés, coupés courts, et une assurance tranquille émanait de lui. Mais Daniel ne regarda pas le costume. Il regarda les yeux. C'étaient les mêmes, cette même intensité, cette même intelligence perçante qu'il avait vue sous la crasse 42 ans plus tôt. Daniel lut la biographie à voix haute, sa voix tremblant à chaque mot. Marcus Webb, né en 1964 à Des Moines, Iowa, fondateur de Webb Technologies en 1991, pionnier des logiciels de gestion agricole et d'agriculture de précision. Fortune estimée, 4,2 milliards de dollars. Martha porta la main à sa bouche, étouffant un cri. 4 milliards? Daniel s'affaissa sur sa chaise, pris de vertige. Le gouffre entre ses souvenirs et cette réalité était insondable. Le gamin qui dormait dans son baraquement, le gamin à qui il avait donné 40 dollars par semaine parce qu'il n'avait rien d'autre, ce gamin était devenu l'un des hommes les plus puissants de l'industrie agricole. « Regarde ça, Martha !» dit Daniel en pointant l'écran. La section philanthropie. Il donne des millions pour aider les jeunes sans-abri et soutenir les petits agriculteurs. Tout prenait sens. Les tracteurs, les 12 millions. Pour Marcus Webb, ce n'était pas une dépense. C'était un geste de mémoire. Daniel saisit son téléphone. Il était tard, mais il s'en fichait. Il rappela le numéro de l'avocat à Chicago. « Maître Morrison », dit Daniel dès que la ligne s'ouvrit. « Je sais qui c'est. » Il y eut un silence prudent à l'autre bout. « Monsieur Cooper ?»« C'est Marcus. C'est le petit Marcus Webb, le gamin à qui j'ai appris à réparer un carburateur en 1982. » La voix de Daniel se brisa. « Dites-moi que c'est lui. S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir que le petit s'en est sorti. » L'avocat soupira, un long soupir qui semblait abandonner la rigueur juridique pour l'humanité simple. « Monsieur Cooper, je ne peux ni confirmer ni infirmer l'identité de mon client, vous le savez. » Il marqua une pause significative. « Cependant, si mon client était effectivement la personne que vous décrivez, il m'a chargé de vous dire ceci si vous trouviez son nom. Tu m'as donné de l'espoir quand je n'avais que de la faim. Les tracteurs ne sont que de l'acier. L'espoir, lui, est éternel. » Les larmes montèrent aux yeux de Daniel, brouillant la photo du milliardaire sur son écran. L'avocat n'avait pas dit oui, mais il n'avait pas besoin de le dire. C'était lui. Le gamin était vivant, et il n'avait jamais oublié. 2 jours plus tard, une camionnette de livraison s'arrêta devant la ferme. Cette fois, ce n'était pas un convoi exceptionnel, juste un coursier ordinaire avec un petit paquet plat sous le bras. Pas d'adresse de retour, juste le nom de Daniel écrit au feutre noir. Daniel s'assit sur les marches du perron, là où tout avait commencé, et déballa l'objet avec précaution. Sous le papier bulle, il trouva un cadre en bois simple, protégeant une vieille photographie Polaroid. Le temps avait fait son œuvre. Les couleurs avaient viré à l'orange et au vert, typiques des clichés du début des années 80. Mais l'image était claire. Daniel sentit sa gorge se serrer. Sur la photo, il y avait 2 jeunes hommes debout devant la grande roue arrière d'un tracteur démonté. À gauche, c'était lui, Daniel. Il avait 21 ans, les épaules larges, une chevelure noire et épaisse, et un sourire fatigué mais heureux. À droite, c'était Marcus. Il était maigre, ses bras semblaient trop longs pour son corps, et son visage était maculé de graisse noire. Mais ce qui frappa Daniel, c'était la posture. Sur la photo, le jeune Daniel avait passé son bras autour des épaules du gamin, un geste protecteur, fraternel. Et Marcus souriait. Ce n'était pas le sourire poli d'un employé. C'était le sourire rayonnant de quelqu'un qui vient de trouver sa place. Daniel retourna le cadre. Au dos de la photo, l'écriture familière de la première note couvrait le carton blanc. C'était le 15 août 1982. Nous venions de réparer la transmission du vieux Massey. Tu m'as dit, beau boulot, gamin, tu as des mains en or. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un me disait que j'avais de la valeur. Ce jour-là, j'ai arrêté de me voir comme un vagabond et j'ai commencé à croire que je pouvais être quelqu'un. Tu ne m'as pas seulement donné un toit. Daniel, tu m'as donné la permission d'exister.
Daniel posa le cadre sur ses genoux et regarda le champ sud. Les 100 tracteurs étaient toujours là, scintillants, imposants. 12 millions de dollars de métal et de technologie. Pendant des jours, il avait lutté avec une équation impossible. Comment un été de travail, quelques repas chauds et un lit de camp pouvaient-ils valoir une telle fortune? C'était déséquilibré. C'était trop. Il se sentait presque coupable de recevoir autant pour avoir fait si peu. Mais en relisant les mots de Marcus au dos de la photo, Daniel comprit enfin. Il faisait une erreur de comptable. Il essayait de mesurer la gentillesse avec une calculatrice. Pour Daniel, donner ce travail n'avait rien coûté. C'était un geste simple, presque banal. Mais pour Marcus, qui se noyait, c'était la bouée de sauvetage. Les tracteurs n'étaient pas un paiement pour des heures travaillées. Ils étaient les intérêts composés de la gratitude. 42 années de succès, de milliards accumulés, de vies construites, tout cela reposait sur la fondation invisible que Daniel avait posée cet été-là sans même s'en rendre compte. Au bas de la photo, il y avait une dernière ligne, écrite plus hâtivement. « Je ne veux plus me cacher derrière des avocats. Je voudrais venir te voir, si tu es d'accord. Samedi matin. Juste Marcus. » Daniel releva la tête vers Martha qui l'observait depuis la porte moustiquaire. Il essuya une larme qui coulait sur sa joue rugueuse et lui tendit la photo. « Il vient ?» dit Daniel. « Il vient samedi. » La peur avait disparu. La culpabilité s'était envolée. Il ne restait plus qu'une impatience douce, celle de revoir un vieil ami et de boucler une boucle ouverte depuis près d'un demi-siècle. Le samedi matin arriva avec une douceur printanière, comme si la météo elle-même respectait l'importance du moment. Daniel s'était levé avant l'aube, incapable de dormir. Il s'était rasé de près, avait mis sa meilleure chemise à carreaux, celle qu'il réservait pour la messe ou les mariages, et il attendait. À 9 heures, un véhicule apparut au bout de l'allée. Daniel s'attendait à tout. Une limousine noire aux vitres teintées. Une berline allemande de luxe. Peut-être même un hélicoptère. Après tout, l'homme était milliardaire. Mais ce qui remonta à l'allée de gravier fut un simple pick-up Ford, ni neuf ni vieux, propre mais ordinaire. Une voiture d'honnête homme, pas un carrosse de roi. Le camion s'arrêta près du perron, là où, 42 ans plus tôt, un gamin affamé avait demandé du travail. Le moteur s'éteignit. La portière s'ouvrit. Marcus Webb en descendit. Il n'avait plus 18 ans. Ses cheveux étaient devenus d'un argent brillant, coupés court. Son visage portait les lignes de 6 décennies de vie, de soucis, de décisions lourdes. Il ne portait pas de costume à 3000 $, mais un jean simple et un pull bleu marine. Pourtant, quand il leva les yeux vers Daniel, le temps s'effondra. C'était ce regard, cette intensité brûlante, vulnérable et reconnaissante. Le regard du survivant. Daniel descendit les marches, le cœur battant à rompre. Les deux hommes restèrent figés un instant à 3 mètres l'un de l'autre, séparés par 4 décennies de silence. « Bonjour, Monsieur Cooper » dit Marcus. Sa voix était plus grave, plus assurée, mais elle tremblait légèrement sur la fin. « Bonjour, Marcus » répondit Daniel. « Tu as bonne mine pour un vagabond. » Marcus laissa échapper un petit rire mouillé, et soudain, la distance fut franchie. Il s'avança et prit Daniel dans ses bras. Ce n'était pas une accolade polie. C'était une étreinte désespérée, féroce. Marcus serrait Daniel comme un homme qui se noie s'accroche à une planche de salut. Et Daniel, le vieux fermier stoïque qui ne montrait jamais ses émotions, le serra en retour, ses mains larges tapant le dos de l'homme qui valait des milliards. Ils restèrent ainsi, 2 hommes pleurant silencieusement dans une cour de ferme, unis par un lien que l'argent ne pouvait ni acheter ni comprendre. « Je suis désolé d'être resté anonyme, » dit Marcus en s'écartant finalement, s'essuyant les yeux d'un revers de manche. « Je ne voulais pas que tu te sentes obligé. Je voulais juste rendre un peu de ce que tu m'as donné. » Daniel secoua la tête, incrédule. « Un peu? Marcus, tu as envoyé une armada. C'est de la folie. »« Non, Danny, viens t'asseoir. » Ils s'installèrent sur les marches du perron, côte à côte, comme autrefois pendant les pauses déjeuner. Marcus regarda l'horizon, puis commença à parler. Il raconta tout. Il raconta l'usine à Saint-Louis, les doubles quarts de travail pour payer les cours du soir. Il raconta comment il avait étudié l'informatique parce qu'il avait compris, en réparant les tracteurs de Daniel, que les machines étaient l'avenir. Il raconta la création de Web Technologies dans un garage, la croissance fulgurante, l'entrée en bourse. « Mais tu dois comprendre une chose, » insista Marcus, tournant son visage vers Daniel. « À chaque étape, à chaque contrat signé, à chaque moment où j'ai eu peur de tout perdre, j'entendais ta voix. »« Ma voix ?» s'étonna Daniel. « Oui, le jour où je suis parti, tu m'as dit, tout le monde mérite une chance. Marcus,
Tu avais juste besoin que quelqu'un te la donne. J'ai bâti mon empire sur cette phrase. J'ai créé ma fondation sur cette phrase. Si tu ne m'avais pas ouvert ta porte ce jeudi-là, si tu m'avais chassé comme tous les autres, je serais mort, Daniel. Je le sais. Tu ne m'as pas juste donné un sandwich. Tu m'as donné de la dignité. Et la dignité, c'est le carburant qui m'a permis de devenir qui je suis. Daniel regardait ses bottes, bouleversé par le poids de ses mots. Il avait toujours cru que les grands destins se jouaient dans les conseils d'administration ou les palais. Il réalisait aujourd'hui qu'il pouvait se jouer dans un hangar poussiéreux, avec un geste de main tendue. Marcus fouilla alors dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une seconde enveloppe, plus petite que celle du chauffeur. « Les tracteurs, » dit Marcus doucement, « c'est pour que tu puisses continuer à travailler. C'est pour l'agriculteur en toi. Mais ceci est pour l'homme. » Daniel prit l'enveloppe. Il l'ouvrit avec hésitation. À l'intérieur, il y avait un chèque de banque certifié. Le montant le fit vaciller. 2 millions de dollars. Marcus, je ne peux pas. C'est trop. Les tracteurs suffisent amplement. Marcus posa sa main sur le bras de Daniel, un geste ferme. Les tracteurs te permettent de cultiver. Danny, l'argent te permet de choisir. Tu as 63 ans. Tu t'es battu toute ta vie contre la météo, contre la banque, contre le prix du grain. Je veux que tu sois libre. Je veux que, si tu montes sur un tracteur demain matin, ce soit parce que tu en as envie, pas parce que tu y es obligé. Je veux t'offrir la liberté que tu m'as offerte il y a 42 ans. Daniel regarda le chèque, puis le champ rempli de machines vertes, puis le visage de son ami. Il comprit alors que refuser serait une insulte. Ce n'était pas de la charité. C'était un équilibrage cosmique. La boucle, ouverte en 1982 par un acte de bonté pure, venait enfin de se refermer. « Merci, Marcus », dit simplement Daniel, la voix brisée. « Non », répondit le milliardaire en souriant comme le gamin de l'Iowa. « Merci à toi, patron. » Sur ce perron en bois, il n'y avait plus de riches ni de pauvres. Il n'y avait que deux âmes égales, apaisées, savourant la récolte la plus précieuse qui soit, celle d'une amitié qui avait traversé le temps. 6 mois plus tard, en octobre 2024, Daniel Cooper se tenait debout derrière un pupitre, devant une salle comble. C'était la réunion annuelle du Bureau agricole du sud de l'Illinois. Daniel, qui avait passé sa vie à fuir les projecteurs, à préférer le silence de ses champs au brouhaha des foules, tenait le micro d'une main ferme. Il venait de raconter son histoire. Il avait parlé de l'aube glaciale de Mars, de la saisie imminente, de l'arrivée des sans-tracteurs et de la découverte de l'identité de son bienfaiteur. Quand il se tut, il n'y eut pas d'applaudissements immédiats, juste un silence épais, chargé d'émotion. On voyait des mouchoirs s'agiter discrètement dans la salle. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Beaucoup d'entre vous pensent que j'ai gardé les 12 millions et que je suis parti à la retraite sur une île, dit Daniel en souriant. Un rire léger parcourut l'assemblée. Mais ce n'est pas ce que Marcus m'a appris. Marcus m'a appris que la bonté ne doit pas stagner. Elle doit circuler. Daniel expliqua alors ce qu'il avait fait. Il avait gardé 40 tracteurs pour moderniser sa ferme et assurer son avenir. Mais il avait vendu les 60 autres. Avec le produit de cette vente, combiné au chèque de 2 millions de dollars que Marcus lui avait donné pour sa liberté, Daniel avait créé quelque chose de nouveau. « J'ai l'honneur de vous annoncer la création du fonds de la seconde chance », déclara Daniel. Dans les 6 mois qui avaient suivi, le fonds avait déjà intervenu pour 11 familles d'agriculteurs de la région qui faisaient face à la saisie, exactement comme Daniel en mars. Le fonds payait les dettes, achetait des semences, réparait les toits. Et à chaque fois, le chèque était accompagné d'une simple note inspirée de celle de Marcus. Quelqu'un m'a aidé quand je n'avais rien. Aujourd'hui, c'est mon tour. Quand vous serez debout, aidez quelqu'un d'autre. L'effet de ricochet était déjà visible. Robert Henderson, l'un des premiers bénéficiaires, avait utilisé son sursis pour embaucher un vétéran sans abri. Ce vétéran avait utilisé son salaire pour aider sa sœur malade. La bonté se multipliait, s'étendant comme les racines d'un chêne solide sous la terre de l'Illinois. Marcus Webb venait souvent à la ferme désormais. Une amitié profonde, presque fraternelle, s'était tissée entre le milliardaire de la tech et le vieux fermier. Lors de sa dernière visite, Marcus avait fait une confidence à Daniel. « J'ai lancé un nouveau programme chez Webb Technologies, » avait-il dit. « Ça s'appelle l'initiative Cooper. On repère des gens ordinaires qui font le bien dans l'ombre et on les soutient anonymement. On essaie de créer des milliers de Daniel Cooper. » Sur l'estrade, Daniel conclut son discours, regardant les visages de ses voisins, de ses amis, de la nouvelle génération.
On m'a demandé quelle était la leçon de tout ça, dit Daniel, sa voix devenant plus douce, plus intime. La leçon, c'est que la gentillesse n'est jamais perdue. Jamais, même quand vous l'oubliez, même quand elle semble insignifiante. Il marqua une pause, ses yeux brillants sous les projecteurs. Il y a 42 ans, j'ai fait un sandwich à un gamin affamé. Je ne pensais pas changer le monde. Je voulais juste qu'il arrête de trembler. Mais ce sandwich a nourri un espoir qui a construit un empire, et cet empire est revenu pour sauver ma ferme et notre communauté. Alors, s'il vous plaît, continua-t-il, n'hésitez jamais. Soyez gentil quand vous en avez l'occasion. Traitez les gens comme s'ils comptaient, même s'ils ne peuvent rien faire pour vous en retour. Parce que vous ne savez jamais quand le gamin affamé qui se tient dans votre allée deviendra l'homme qui vous sauvera la vie un demi-siècle plus tard. Les centracteurs n'étaient pas seulement du matériel. Ils étaient la preuve vivante que ce que l'on sème, on finit toujours par le récolter. Daniel quitta l'estrade sous une ovation qui fit trembler les murs, prêt à retourner à sa terre, sachant que la plus belle moisson de sa vie n'était pas le maïs ou le soja, mais l'amour qu'il avait donné et reçu en retour. Ton doux et chaleureux. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé le pouvoir immense d'un simple geste de gentillesse, je vous invite humblement à aimer cette vidéo et à vous abonner. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Ensemble, continuons à semer des graines de bonté. Merci de m'avoir écouté.